c'est l'homme du jour avec Valérie Pécresse qui arrivera ensuite. Merci beaucoup. Voilà, Éric Ciotti, merci d'être avec nous. Merci d'être nous avoir rejoints et de nous accorder une de vos premières interviews, même si Paul Larouturou vous a suivi toute la journée. On l'a vu et on le reverra tout à l'heure en longueur. Moi, j'aimerais bien d'abord un score qui a créé la surprise. Comment vous le vivez, vous, à cette heure-ci ? C'est naturellement un sentiment de satisfaction, mais surtout de reconnaissance pour les militants de ma famille politique. J'y vois aussi le signe d'une adhésion à une ligne claire qui a toujours été mon adhésion aux valeurs de la droite républicaine, mon appartenance sans jamais quitter ma famille, les soirs de victoire bien sûr, comme les soirs de défaite. Donc c'est une ligne de clarté, je crois, qui a été soutenue. Alors j'étais pas attendu, ce qui au départ était aussi un handicap. J'étais considéré, je me rappelle au tout début, par les commentateurs avec une forme un peu de mépris. Tous les commentateurs. Hein. Pas ici en tout cas, je vous en remercie, jamais, au contraire. Mais voilà, donc il a fallu convaincre. Je crois que les débats y ont participé. Et puis, la force d'un projet qui est différent de celui de mes amis, des autres concurrents, et qui est aussi différent aujourd'hui de celui de Valérie Pécresse. Moi, je considère que la gravité de la situation imposait un vrai projet de rupture. C'est là où les différences se sont faites. On va y venir dans un instant. Je voulais qu'on voit cette image quand vous apprenez plus ou moins la nouvelle. Hein. Voilà, on regarde ensemble. Et c'est Paul Larouturou qui était avec vous. Dans un moussoir de poche, mais c'est un triomphe. C'est votre triomphe. C'est une belle victoire. Belle victoire. J'ai eu Valérie Pécresse au téléphone. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? On s'est mutuellement félicités. Bravo! Franchement, quel bonheur, quel bonheur. Magnifique, Eric, magnifique, extraordinaire. Je veux féliciter Valérie Pécresse. Je veux par-dessus tout l'unité, le rassemblement de ma famille politique. Bon, il y a de l'émotion quand même hein, pour un outsider, quoi. Pour quelqu'un qui s'est émancipé, entre guillemets, et qui est arrivé en premier tour, en tête au premier tour. Oui, bien sûr, c'est pour moi qui ai toujours été, je le redis parce que c'est important, militant. Ça fait 40 ans que j'ai adhéré au RPR. J'ai soutenu avec beaucoup de force Nicolas Sarkozy, sa victoire de 2007 où dans la foulée j'ai été élu député, mais aussi la défaite de 2012. J'ai soutenu de toutes mes forces François Fillon. Je viens de les avoir d'ailleurs tous les deux. Et vous avez eu François Fillon au téléphone? Absolument. Et Nicolas Sarkozy, absolument. Qui vous ont dit? Qui m'ont félicité. Et puis voilà, en tout cas pour François Fillon, c'était aussi parce que dans cette campagne, j'ai voulu porter une ligne de fidélité à François Fillon, à son projet qui était un vrai projet qui a été plébiscité par les électeurs de droite en 2017, avant que des circonstances extérieures, malheureusement, ne l'empêchent d'être élu. Mais Éric Ciotti, ce projet, il reste pertinent, je crois. C'est un projet courageux et à un moment, notre pays ne pourra pas faire l'économie du courage pour redresser une situation qui s'est passablement dégradée. Et les 5 ans que nous avons passés d'immobilisme, d'absence de réforme au plan économique, comme au plan de la sécurité, comme au plan de l'immigration, nous ont fait encore reculer encore plus que sous les 5 années de François Hollande. Donc, mais ce soir, il faudra interrompre ce déclin. Autrement, notre pays sera malheureusement confronté à une lente disparition. Et ça, je refuse cette perspective. Ce soir, à l'instant, après les soutiens de Xavier Bertrand, de Philippe Juvin, de Michel Barnier, le président du Sénat, Gérard Larcher, vient d'annoncer son soutien à Valérie Pécresse. Est-ce que vous vous sentez un petit peu seul? Vous êtes arrivé en tête, mais ce soir, finalement, sur le papier, vous n'êtes pas le favori. Et je crois que mes idées, elles ne sont pas seules. Et c'est ça qui est important. Et peut-être que tout le monde se mobilise par une forme de conformisme ou de conservatisme. Bien sûr, je suis le candidat qui bouscule les habitudes,
je dirais, une forme de tranquillité d'entre-soi. Moi, je veux casser les codes du politiquement correct. Ils sont conformistes, les autres. Ils sont, en trop, tout cas, ils sont trop sages, c'est ça? Mon analyse, et c'est là où on diverge, mon analyse, c'est que la gravité de la situation du pays impose une rupture radicale. Il faut casser les codes. Il faut aussi politiquement faire revenir vers nous par des mesures courageuses des électeurs qui nous ont quittés pour aller vers Marine Le Pen, qui peuvent être tentés aujourd'hui par Éric Zemmour parce qu'il dresse un constat de la gravité du pays que beaucoup de nos concitoyens partagent, mais c'est à nous, par rapport à ce constat, sans nier le constat, d'apporter les réponses les plus fortes. Quand je parle de droit du sang, quand je parle de fin du regroupement familial, de priorité nationale, de baisse massive des impôts, notamment de l'impôt sur le revenu, de la suppression des droits de succession, quand je parle de mesures pour aider nos retraités qui ont du mal à vivre. Qu'est-ce que vous dites, Éric Ciotti? Je suis le seul à porter ces mesures. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs LR qui sont allés chez Éric Zemmour pour les faire revenir? Parce que vous n'avez pas arrêté de dire, Éric Zemmour, je suis à peu près d'accord avec lui, j'aurais voté pour lui s'il était face à Emmanuel Macron. Je le maintiens d'ailleurs, parce que... vous voyez peut-être en face de lui, non? Je suis pas quelqu'un qui change d'attitude. C'est peut-être ça qui a fait je le dis avec humilité, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas, le fait que j'arrive au premier tour aujourd'hui... Oui, mais maintenant, c'est un concurrent pour vous, c'est un concurrent maintenant. Changé, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous dites alors? Vous n'avez pas de critique sur lui, vous dites je suis sur la même ligne? Ce que je dis, je parle à ceux qui sont tentés par le vote Zemmour, par le vote Le Pen, ou qui sont tentés par le vote Macron. Je parle à tous les électeurs de droite. Ils étaient 32% au premier tour en 2007. 32%. Aujourd'hui, on est donné dans le meilleur des cas à un tiers de ce niveau. Je leur dis que celui qui peut gagner, qui peut rassembler les électeurs de droite, je crois qu'on ne rassemble pas sur une ligne centriste. Je crois qu'on rassemblera les électeurs de droite qui sont tentés par Marine Le Pen ou par Éric Zemmour. Je suis le seul à pouvoir les faire revenir vers notre famille. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est une ligne centriste. Valérie Pécresse, c'est une ligne centriste, alors que sur l'immigration, elle veut faire des charters, elle veut aussi la fin du regroupement familial. Elle est plus centriste que moi, en tout cas. Voilà, en 2016, elle avait soutenu Alain Juppé, là où j'étais aux côtés de Nicolas Sarkozy. Bon, il y a des nuances, il y a des différences. Après, il faudra... Le moment du rassemblement est important, mais dans le choix... Moi, je pense que stratégiquement, je pense qu'on ne gagnera pas face à Emmanuel Macron en ayant une ligne qui se rapproche d'Emmanuel Macron. Je pense qu'au contraire, on gagnera si on a une ligne de droite, revendiquée, assumée. Et je veux le dire, je veux rassembler les électeurs de la droite, ceux qui sont partis, ceux qui n'ont plus cru longtemps dans notre parole, parce qu'on avait pu les décevoir. Et je pense aujourd'hui porter un diagnostic sur la gravité, sur le déclin du pays face à la montée du communautarisme islamiste, face à la violence qui gangrène nos rues. Et dans la vidéo tellement décriée de Zemmour, il y a de ce constat que j'entends, moi, dans ma circonscription. Il vous a d'ailleurs fait un petit tweet, regardez. Que j'entends dans mes villages. Mais maintenant, la question, c'est au-delà du constat. C'est ce que j'ai dit cet après-midi. Il faut de l'espérance. Il faut donner de l'espérance, c'est peut-être ce qui nous différencie, il faut donner de l'espérance, il faut porter un projet, il faut dire que cette France, oui, on en est arrivé là, et là je suis d'accord, mais désormais, il faut regarder loin, il faut regarder la ligne au fond. C'est ça votre dire, parce que là, il vous a fait c'est entre deux Éric, il vous a envoyé un mot, heureux cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR, le RPR n'est pas mort. Alors bon... heureusement que le RPR n'est pas mort. C'est un baiser de la mort aussi un peu. C'est une façon de dire que vous auriez pu être autant avec lui qu'à l'intérieur des Républicains. Ça c'est la tactique électorale. C'est le jeu électoral. Mais moi, je dis au contraire que face à Macron, une candidature Le Pen ou une candidature Zemmour conduiront à la réélection d'Emmanuel Macron. J'en suis convaincu. Donc, je le dis aujourd'hui, seul un candidat de notre famille politique, mais à la réserve près qu'il ait le courage
de faire tomber les totems du politiquement correct, les tabous. Je l'ai fait dans cette campagne. Voilà. C'est peut-être pour ça que des militants qui, au départ, ne me connaissaient pas ou pensaient pas que je pouvais troubler le jeu des grands favoris. Dans cette campagne, convenez-en, il y a des candidats qui se sont déclarés il y a plus de 5 ans, bien sûr, qui ont fait un parcours... moi, je suis parti il y a 3 mois depuis mon canton de Levins, avec mes amis des Alpes-Maritimes, et puis j'ai bâti un vrai projet avec des équipes aussi, et un projet de rupture quand je veux baisser massivement les dépenses publiques et les impôts. On ne sauvera pas le pays si on ne baisse pas les impôts. Vous savez ce qui est dit aussi ce soir, c'est... bon. Il est le candidat qui est arrivé en tête. Il a un programme très clairement à droite et très clairement, comme vous l'avez expliqué. Parfois, ça peut ressembler à cette primaire de gauche en 2016, dans laquelle Benoît Hamon, il était très à gauche, il a gagné la primaire à gauche et après, il a fait 6% à l'élection. Oui, mais il n'y avait personne d'autre sur l'aile gauche, je dirais. Aujourd'hui, on a, si vous additionnez dans le dernier sondage de ce week-end, Éric Zemmour et Marine Le Pen, il y a plus de presque 35% qui sont de ce côté-là. Si on ne va pas chercher ces électeurs, on n'a aucune chance. Et qui peut aller les chercher? Qui peut aller les chercher? Eh bien, c'est quelqu'un qui, comme moi, est solidement ancré dans ma famille politique parce que je n'ai pas d'autres références. Ma référence, c'est le général de Gaulle, c'est Jacques Chirac, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'on a dit à un moment, Marine Le Pen, vous Pécresse. avez appelé à venir comme ministre. Ensuite, Éric Zemmour vous fait des avances sans arrêt. Vous lui en faites aussi. Donc, on se dit, bon, attendez, alors il est où exactement? En fait, vous dites, je ne quitterai pas ma famille politique. Tout ça, c'est de la tactique politique. Voilà. Moi, je suis dans ma famille politique et je veux qu'elle gagne. Et je pense, et je le redis, c'est pas un jeu, vous savez, vous me connaissez, je crois dire assez librement et sans détour les choses. Ce qui tue souvent la parole publique, c'est le politiquement correct, c'est les éléments de langage. Moi, je suis convaincu que on a, je le redis, Le Pen, Zemmour auront peu de chances de gagner face à Macron. Si on a une chance, elles viennent des Républicains. Mais pour autant qu'on puisse rassembler, faire revenir à la maison, et on ne fera pas revenir à la maison des électeurs qui doutent de nous avec de l'eau tiède. Voilà. Alors, donc ça veut dire... je le dis, et bon, le fait qu'un peu tout le monde soit contre moi, je pense que pour les militants, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Ça vous conforte. Voilà, parce que ça veut dire que je suis différent. Et oui, mais alors votre différence, elle peut être aussi dans une forme de démagogie, c'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, la monocouleur, elle nous a fait échouer. Oui, mais... Donc, le monodiscours, la pensée unique, elle nous a fait échouer. D'accord, mais ce sont des mots. Donc, à un moment, il faut peut-être essayer autre chose. C'est aussi que votre différence, ça peut être aussi de promettre tout, d'annoncer beaucoup de grandes choses, entre guillemets, à vos yeux, et qui ne peuvent pas être réalisées concrètement, qui ne peuvent pas, en fait, se concrétiser. Ça, c'est la dictature de l'impuissance. Oui, mais justement, là, ce qu'il faut changer aujourd'hui, c'est redonner du sens à la politique. La politique, c'est noble. C'est si on vient devant vous, devant les électeurs, en disant on ne peut plus rien faire. L'Europe, les conventions internationales, tout ça, vous balancez par-dessus bord. La Constitution, tout ça, eh bien, fait que ce que vous voulez, dans une immense majorité, sur certaines mesures, vous l'avez vu encore sur une chaîne concurrente qui a testé certaines mesures dans le débat. On a des appréciations quelquefois à 90% des Français. Et on vient nous dire « Ah non, mais ça, c'est pas possible ». Moi, dans une démocratie, ce qui compte, c'est l'expression de la volonté générale. C'est ce qu'on apprend, c'est un principe général du droit qu'on apprend à la première année de faculté de droit. La loi, c'est l'expression de la volonté générale du peuple. Et bien moi, je veux justement que la politique, elle permette de mettre dans les actes ce que décide le peuple français. Aujourd'hui, le peuple français, il veut moins d'immigration, il veut moins d'impôts, il veut plus de sécurité. Mais et les responsables politiques, ils n'arrivent pas à répondre à ces attentes. D'où la fuite vers ceux qui ont un discours plus fort, mais qui auront des actes impuissants.
C'est là le chemin que je propose. Oui, et je alors, crois être le seul à le faire. Dans vos propositions, vous sortez de la Cour européenne des droits de l'homme, vous sortez y compris du préambule de la Constitution de 1946 parce qu'elle autoriserait le regroupement familial. Vous faites une réforme de la Constitution. Je ne sors pas du préambule. Si on modifie la Constitution, elle a une valeur supérieure au préambule. Voilà. Donc à partir du moment où le peuple... Moi, je propose, après c'est le peuple qui décidera, je propose une réforme constitutionnelle dès le jour des élections législatives, c'est-à-dire en juin 2022, pour reprendre le cours de notre destin. Ce n'est pas un coup d'État. Enfin, d'autres avaient attaqué déjà le général de Gaulle pour la modification des institutions, notamment quand il avait instauré le suffrage universel pour élire le président de la République. Donc les Français décideront s'ils souhaitent qu'en matière d'immigration, de sécurité, de défense nationale, c'est la loi française, donc le peuple français, au travers le Parlement, qui décide, ou si ce sont des textes. Vous voyez, il y a un exemple dans l'actualité qui m'a révolté. C'est la commissaire européenne qui s'appelle Madame Elena Dalli, je crois, Elena Dalli, qui est maltaise, qui a rédigé une note aux fonctionnaires de la Commission européenne pour rendre obligatoire l'écriture inclusive. Bon, déjà, personnellement... Ça a protesté pas mal. Ça a suscité beaucoup de protestations. Pour interdire des prénoms. On a eu un débat sur les prénoms. Mais pour interdire les prénoms Marie ou Jean. Bon, moi, ma fille, elle s'appelle Jeanne-Marie. Je n'ai pas envie que demain, une commissaire européenne maltaise vienne de dire qu'on ne peut plus utiliser des prénoms d'origine chrétienne. Mais dans quel monde vit-on ? Est-ce qu'on va rester là dans cette impuissance en disant c'est pas possible ? Non, moi je pense que la volonté politique, si on ne veut pas justement aller vers des scénarios beaucoup plus noirs pour notre pays et qu'un jour accèdent aux responsabilités des gens qui, pour le coup, auront un regard plus éloigné sur la démocratie, eh bien là, il faut reprendre en main le cours de notre destin. C'est ce que je propose aux militants, mais surtout demain, je l'espère, aux Français. Est-ce que vous pensez que, vu les scores de vos concurrents, vous êtes en tête de 600 voix face à Valérie Pécresse, et finalement, il y a 4 blocs, hein, ils sont tous à 20, 23%, 25%. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut quand même arriver au deuxième tour? Est-ce que vous pouvez quand même arriver en tête? Je ne parle pas seulement des ralliements officiels des chefs de file. Bien sûr. Je parle des électeurs, de vos adhérents qui ont choisi pour les uns Xavier Bertrand, pour les autres Michel Barnier, évidemment Valérie Pécresse, Philippe Juvin. Est-ce que vous croyez que ce discours-là, ils l'ont entendu sous une autre forme de la part de vos concurrents, parce qu'on a fait le débat, on l'a entendu, sur l'immigration, il y a un ton très dur. Après, il y a les plus réalistes, les plus concrets, les plus ou moins durs, je dirais, sur ces questions-là, sur la sécurité, pareil. Peu tous, là. mais est-ce que ces électeurs-là, ils vont se dire, ben oui, Éric Ciotti face à Emmanuel Macron, c'est possible, même avec cette ligne aussi radicale? Encore une fois, le cœur de... Je crois qu'on rentre dans une nouvelle élection. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas plus de temps pour... nous aurions aimé, nous aussi, faire des débats. Et moi aussi. Et moi aussi, parce que là, on aurait pu mesurer des différences. Puis moi, j'aime bien aller à la rencontre des électeurs dans cette France magnifique que j'aime. Et j'ai vu des gens extraordinaires dans cette campagne, des lieux symboles de notre histoire. Je pense à la cathédrale de Strasbourg. Voilà, des moments de grande émotion. Mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, si on fait la politique, c'est pas une addition arithmétique. Les électeurs, ils ont fait un choix. On était 5 au début. Maintenant, il y a un choix à 2. Donc, c'est pas parce que les uns et les autres donnent des consignes de vote. Les militants, ils sont libres. Vous savez, il y a des appartenances régionales. J'ai beaucoup d'amis de Savoie, en plus, c'est le comté de Nice et la Savoie. On a une histoire commune qui m'ont appelé en disant « mais on va voter pour toi ». On a voté Michel au premier tour parce que, voilà, il est des nôtres, il a été président du département, mais voilà, nous, demain, tu es un montagnard comme nous, on va voter pour toi. Voilà, parce que c'est la province, c'est pas Paris, c'est tout ça aussi. J'ai des amis dans le Nord qui feront pareil. Donc, on a, en dépit dans des cette consignes élection, de leur candidat. On ne connaît pas les scores par département ou par région, mais enfin, je pense que moi, dans la région PACA,
je pense avoir dépassé les... J'espère pour vous que vous êtes en tête. Je pense, non seulement je suis certainement en tête, mais je pense avoir dépassé les 50%. Donc sans doute que Michel Barnier en Auvergne-Rhône-Alpes ou Valérie en Île-de-France ou Xavier dans les Hauts-de-France, chacun, on a un peu ses fiefs territoriaux, donc ça joue. Mais là, c'est sans doute un choix plus idéologique qui va s'imposer. Et moi, je dis... Ce message, il doit être entendu. Mais est-ce que est-ce que vous dites Valérie Pécresse, c'est une femme faible ? C'est une femme qui n'a pas la même vision aussi nette sur le déclin, ce que vous appelez le déclin de la France, ce que vous appelez le danger pour la France. Est-ce que vous trouvez qu'elle n'est pas capable d'être candidate à la présidence ? Bien sûr que non, je ne lui ferai pas ce procès. Et si demain elle gagne, naturellement, je la soutiendrai. Mais vous la soutiendrez sans aucun état d'âme. Naturellement. Et vous resterez bien sûr dans cette famille. Mais c'est ma famille politique. D'accord. Vous savez, c'est pas moi qui en suis parti de cette famille politique. Hein. C'est elle, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Moi, j'en suis jamais parti, y compris au pire des moments. Hein. J'ai été aux côtés de Nicolas Sarkozy, j'ai été avec François Fillon, j'ai parlé au Trocadéro. J'étais le seul candidat, je l'ai revendiqué. Et je viens d'en parler avec François Fillon, qui était assez satisfait que finalement, il y ait une forme aussi de reconnaissance sur sa ligne. J'ai été le seul candidat au Congrès à être présent au Trocadéro, qui était un peu la révolte du peuple de droite, parce qu'on lui volait son élection. J'ai été le seul candidat à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc, le passé... Il est clair, il doit un peu. Oui, mais est-ce que vous laissez entendre, excusez-moi, est-ce que vous laissez entendre que Valérie Pécresse, qui a sans doute appelé à voter comme une grande partie, la totalité, la quasi-totalité, sauf Laurent Wauquiez, voilà. Sauf Laurent Wauquiez, moi. Voilà, a appelé pour et quelques autres. Bon. Pour Emmanuel Macron, mais donc contre Marine Le Pen, concrètement, parce que vous pouvez dire j'ai pas voté Macron, mais je n'ai pas voté aussi, vous le savez, puisque j'ai voté François Baroin. Voilà, vous avez fait un vote nul entre guillemets. Absolument. Et vous n'avez pas voté Marine Le Pen. Parce que bien sûr. Mais est-ce que vous laissez entendre qu'elle est proche d'Emmanuel Macron, alors que dans son programme et dans les débats, elle a beaucoup essayé de cranter face à Emmanuel Macron. Mais est-ce que vous laissez entendre ça face aux militants ce soir ? En tout cas, moi, j'ai pas voté Macron en 2017 et je ne le voterai pas. Si par malheur nous étions confrontés au même choix terrifiant en 2022, j'aurais la même attitude. Donc je le dis, ça doit éclairer les électeurs. Moi, je pense qu'on ne peut pas constater le déclin et les dégâts commis par 5 années de macronisme et 5 années de gestion Hollande-Macron, puisque n'oublions quand même pas qu'Emmanuel Macron fut ministre de François Hollande. Donc, on ne peut pas dresser ce constat et puis au final dire « bon, finalement, c'est pas grave, on va le laisser continuer ». Non, moi, je veux marquer une différence là-dessus. Et en tout cas, sur le passé, sur mon comportement, là, pour le coup, nous avons eu une différence et il faut que les électeurs, les militants, la mesurent. Et ça fait partie des ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rassembler après. Mais quand il y a un choix... voilà, moi, mon attitude, elle est... À propos de rassemblement, si vous gagnez cette élection, quelles mesures vous reprendriez de vos concurrents ? Je crois, il y a des mesures. D'abord, je pense qu'il faudrait tous qu'on soit dans une équipe gouvernementale unie et que les 5 candidats ont tous des talents qui mériteraient de former une belle équipe de France. Vous voyez votre Premier ministre dedans ? Moi, je l'ai dit publiquement, j'ai été le seul à répondre aussi. Moi, je réponds souvent assez cash. On m'a demandé dans un des débats. Dans un des débats et dans le journal du dimanche dernier, c'était par écrit. J'ai dit Laurent Wauquiez. Voilà, j'ai dit Laurent Wauquiez parce que pour moi, il a une extraordinaire détermination, il a du courage. Il vous a envoyé un message d'encouragement, mais il n'a pas appelé à voter pour vous. On est en communion de valeurs avec Laurent. Mais pourquoi il n'a pas appelé à voter pour vous ? Sur le vote sur Macron, on a eu la même attitude. D'accord, mais pourquoi il n'a pas appelé à voter pour vous ? Il a été accusé de droitisation comme moi par ceux qui sont partis. Bon, je vous embête, mais pourquoi il n'a pas appelé à voter pour vous alors ? Je ne sais pas, il le fera peut-être. Peut-être d'ici... Non, je ne sais pas. Laurent, je crois, avait dit très clairement qu'il ne s'en mêlerait pas dès le début. Après, on se parle, on communique.
Il m'a envoyé un message de félicitations, d'encouragement. Voilà, il a peut-être fait pour Valérie Pécresse. Mais en tout cas, moi, j'ai dit les choses. J'ai dit aussi que je comptais sur Bruno Retailleau, parce qu'il incarne aussi, à la tête de Force républicaine, une droite de valeurs qui compte. Il y a des personnalités très, très importantes. C'est un peu la différence avec d'autres dans notre famille politique. On a des différences, mais on a aussi de belles individualités, des talents. On l'a vu dans cette primaire, c'est dans ce congrès, on va dire. C'était pas ridicule, nos débats. Voilà, il y avait quand même Philippe Juvin sur la santé, il exprime une expertise forte. Michel, sur les affaires étrangères, il exprime une compétence assez forte. Moi, je me retrouve dans le programme de Valérie Pécresse sur l'économie, sur la baisse des dépenses publiques. Je crois que vous proposez la suppression de 250 000 postes de fonctionnaires et elle 150 000. Donc, 200, bon. Ou 200, voilà. Donc, c'est les héritiers de François Fillon, il était à 500 000, vous avez proposé la moitié. On ne peut plus continuer à dépenser avec un argent qu'on n'a pas. Parce que ça a conduit à 3 000 milliards d'euros de dettes et ça a conduit au record du monde que les Français subissent chaque année des impôts et des taxes. On est le pays au monde où on paie le plus d'impôts et de charges. Pourquoi ? Parce qu'on est celui qui dépense le plus d'argent public. Est-ce que vous n'auriez pas fait le quoi qu'il en coûte ? Est-ce que vous n'auriez pas fait... La situation d'aujourd'hui, elle est dénoncée. Valérie Pécresse, elle a dit Emmanuel Macron crame la caisse. Vous vous dites qu'il faut réduire absolument. Mais on est dans le quoi qu'il en coûte. Et s'il y a la crise sanitaire qui dure encore, est-ce que vous ne ferez pas, vous aussi, un soutien aux entreprises, un soutien aux travailleurs ? La crise sanitaire, c'est une chose. On peut en débattre. Avant la crise, hors crise sanitaire, ce gouvernement a augmenté les dépenses publiques de 130 milliards d'euros. 130 milliards d'euros depuis le quinquennat. Je propose qu'on les diminue de 100 milliards. Le déficit structurel, il était de 2,9% avant la crise sanitaire, donc à la fin de l'année 2019. Il est de plus de 4% structurel, hors contexte sanitaire. Ça veut dire que on a continué à dépenser un argent qu'on n'a pas. Et un jour... Et donc vous le coupez où ? Parce que vous ne coupez pas... Vous savez, l'inflation... Éric Ciotti, vous le coupez où ? Vous ne coupez pas dans la police, dans la justice. Au contraire, on sait qu'on a besoin de magistrats. Je vais vous répondre. Vous ne le coupez pas dans l'armée, vous ne le coupez pas à l'hôpital. Alors, vous le coupez où ? Je le coupe d'abord dans une réforme majeure de nos collectivités locales. Plus que 2 échelons, la commune et la province au-dessus. Je trouve 20 milliards d'euros par an en portant l'âge de départ à la retraite à 65 ans, comme la plupart des pays l'ont fait. Je le trouve aussi en retrouvant des postes de fonctionnaires en montant progressivement jusqu'à 39 heures travaillées. Et puis, je supprime des agences, les ARS par exemple, une réforme de l'État. Et on doit supprimer, pas supprimer physiquement, je dirais, mais avec des départs à la retraite qui ne sont pas tous remplacés, faire en sorte qu'on n'ait pas quasiment là aussi le record d'Europe du nombre d'agents publics, essentiellement fonctionnaires, 5 600 000. Est-ce qu'on a besoin de 2 200 000 fonctionnaires de plus qu'en Allemagne ? Est-ce que les services publics allemands, notamment en matière de santé ou d'éducation, ils ont été plus ou moins performants que nous ?